Les brutes ignoraient qu'elle s'en prenait au mauvais garçon discret. Ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde bouche bée. Jean-Pierre Dubois avait perfectionné l'art de se faire oublier. À 17 ans, il était maigre comme un clou, à peine 1,65 m, avec d'épaisses lunettes à monture noire qui glissaient sans cesse sur son nez et l'habitude de baisser la tête lorsqu'il traversait les couloirs du lycée Voltaire. Ses pulls surdimensionnés pendaient lâchement sur sa silhouette et ses cheveux châtains tombaient en vagues désordonnées sur son front, créant un rideau derrière lequel il pouvait se cacher. Pour la plupart des gens, il ressemblait exactement à ce qu'il essayait de paraître. Un garçon inoffensif, studieux, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Jean-Pierre s'entraînait aux arts martiaux mixtes depuis l'âge de 8 ans. Son grand-père, un ancien champion de judo, lui avait appris que la vraie force venait de la discipline et du contrôle, et non de la vantardise. « La vraie force n'a pas besoin de crier », disait son grand-père. Jean-Pierre avait pris ces mots à cœur, surtout après ce qui s'était passé dans son ancien collège. Il y a 3 ans, Jean-Pierre avait perdu le contrôle lors d'une bagarre avec une brute. Ce qui avait commencé comme de la légitime défense s'était terminé avec l'autre garçon à l'hôpital avec une fracture du bras et une commotion cérébrale. La culpabilité avait rongé Jean-Pierre pendant des mois. Il s'était fait une promesse à lui-même et à son grand-père qu'il ne laisserait plus jamais sa colère le contrôler. Alors, lorsque sa famille a déménagé à Paris, Jean-Pierre a décidé de devenir quelqu'un de différent, quelqu'un de discret, quelqu'un qui n'attirerait pas les ennuis. Mais les ennuis avaient une façon de le trouver quand même. Antoine Leclerc régnait sur le lycée Voltaire comme un roi tenant sa cour. Avec son 1,90 m, ses larges épaules et ses bras couverts de tatouages qu'il avait faits avec le copain de son grand frère, Antoine commandait le respect par la peur. Ses cheveux blonds étaient toujours parfaitement coiffés, et il portait son blouson de l'équipe de rugby, même par 30 degrés. Il avait 2 compagnons constants, Kevin Moreau, un rouquin trapu avec un penchant pour la méchanceté, et Maxime Bernard, grand et dégingandé, avec des yeux morts qui semblaient trouver du plaisir dans la douleur des autres. Le lycée Voltaire se trouvait dans le 16e arrondissement, un bâtiment en pierre de taille avec de longs couloirs qui résonnaient du bruit des casiers qui claquent et des conversations adolescentes. La cantine était un champ de bataille de hiérarchie sociale. Le gymnase sentait en permanence la sueur et le désinfectant, et le parvis était l'endroit où les réputations se faisaient et se défaisaient. Jean-Pierre avait réussi à rester sous le radar d'Antoine pendant près de 2 mois. Il déjeunait seul à la bibliothèque, empruntait des itinéraires dans le bâtiment qui évitaient les couloirs principaux et ne croisait jamais le regard de quiconque avait l'air susceptible de causer des problèmes. C'était une danse d'évitement soigneusement orchestrée qui avait parfaitement fonctionné jusqu'au jour où il a accidentellement croisé le chemin d'Antoine près des distributeurs d'eau. « Fais attention où tu vas, Binoclard », avait dit Antoine, poussant Jean-Pierre assez fort pour faire tomber ses livres sur le sol. Quelques élèves s'étaient arrêtés pour regarder, leur visage montrant ce mélange familier de soulagement que ce ne soit pas eux et de culpabilité de ne pas aider. Jean-Pierre avait simplement ramassé ses livres et s'était éloigné sans un mot. Mais cette réaction, ce refus de s'engager, avait en quelque sorte rendu Antoine plus en colère que si Jean-Pierre s'était défendu. « Tu m'ignores » avait crié Antoine après lui, sa voix résonnant dans le couloir. « Personne ne m'ignore dans mon lycée. » C'était le début de la fin de l'existence paisible de Jean-Pierre au lycée Voltaire. Les incidents ont commencé petits. Antoine bousculait Jean-Pierre dans les couloirs, juste assez fort pour le faire trébucher. Il faisait tomber les livres des mains de Jean-Pierre en passant. Pendant le déjeuner, si Jean-Pierre essayait de s'asseoir n'importe où à la cantine, Antoine apparaissait avec son équipe et faisait comprendre que Jean-Pierre n'était pas le bienvenu. « Cette table est prise », disait Kevin avec un sourire qui montrait trop de dents. « Toute la cantine est prise », ajoutait Maxime faisant craquer ses doigts. «
Jean-Pierre se contentait de hocher la tête et de partir, finissant généralement par manger son sandwich sur les marches de l'école ou ne mangeant pas du tout. Il se disait qu'il était intelligent, qu'il évitait l'escalade. La voix de son grand-père résonnait dans sa tête. Un homme sage s'éloigne d'un combat qu'il n'a pas besoin de gagner. Mais l'attention d'Antoine était comme un projecteur auquel Jean-Pierre ne pouvait échapper. Le garçon plus grand semblait prendre la passivité de Jean-Pierre comme un défi personnel. Le harcèlement est passé des coups et des bousculades à des humiliations plus délibérées. Pendant le cours de chimie, Jean-Pierre est arrivé pour trouver sa paillasse couverte de ce qui ressemblait à du sang, mais sentait le ketchup. Le professeur, Monsieur le maire, un homme fatigué dans la cinquantaine qui avait clairement renoncé à contrôler sa classe depuis des années, a juste soupiré et a dit à Jean-Pierre de nettoyer. Antoine et ses amis ricanèrent du fond de la salle. Dans les vestiaires après le cours d'EPS obligatoire, Jean-Pierre a découvert que ses vêtements avaient été trempés dans quelque chose qui sentait l'œuf pourri. Il avait dû se promener pendant le reste de la journée en sentant le soufre, endurant les nez plissés et les commentaires chuchotés des autres élèves. Le pire n'était pas les farces elles-mêmes, c'était la façon dont les autres élèves avaient commencé à le regarder. Certains avec pitié, d'autres avec le genre de dégoût réservé aux animaux écrasés. Jean-Pierre était devenu la victime désignée de l'école, et tout le monde le savait. « Pourquoi tu ne te défends pas ?» a demandé Léa Martin, une fille de son cours de français qui avait eu la gentillesse de lui prêter ses notes lorsque les siennes avaient été accidentellement jetées à la poubelle. Ils étaient assis à la bibliothèque pendant le déjeuner, parlant à voix basse entre les rayonnages. Jean-Pierre ajusta ses lunettes et fixa son sandwich intact. « Ce n'est pas si simple. C'est juste une brute, insista Léa. Les brutes reculent quand tu leur tiens tête. Si seulement elle savait, pensa Jean-Pierre. Si seulement l'un d'eux savait qu'il pouvait probablement démolir Antoine et ses amis sans transpirer. Mais l'image de son ancienne victime allongée sur ce lit d'hôpital, le son de sa mère pleurant au téléphone, le regard de déception dans les yeux de son grand-père, tout cela lui revenait en mémoire. « Je ne veux blesser personne, » dit-il doucement. Léa étudia son visage pendant un long moment. « Peut-être, » dit-elle finalement, « mais si ne pas se défendre est ce qui blesse vraiment les gens ?» Cet après-midi-là, Jean-Pierre a trouvé son sac à dos accroché au mât du drapeau dans la cour de l'école, à 10 mètres du sol. Ses devoirs, ses notes, ses manuels, tout était dans ce sac. Une petite foule s'était rassemblée pour regarder, certains riant, d'autres ayant l'air mal à l'aise, mais ne faisant rien pour aider. Antoine et son équipe étaient appuyés contre le mur à proximité, clairement satisfaits de leur travail. « Oups !» dit Antoine avec une fausse innocence lorsqu'il vit Jean-Pierre s'approcher. On dirait que quelqu'un a laissé tomber son sac. Bizarre comment il a fini tout là-haut. Jean-Pierre fixa le mât du drapeau. Ses devoirs de chimie étaient à rendre pour la prochaine heure. Son exposé d'histoire était à rendre demain. Tout ce dont il avait besoin pour ses cours était dans ce sac. « Tu vas pleurer ?» demanda Maxime, sortant son téléphone pour enregistrer. « Ça va être hilarant. » Jean-Pierre sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine, une chaleur familière qu'il avait travaillé si dur à réprimer. Ses mains se serrèrent en poing le long de son corps. Il pouvait sentir son entraînement se mettre en marche, son corps se plaçant automatiquement dans une position plus équilibrée. Puis, il pensa aux mots de son grand-père, il pensa à sa promesse, il pensa au garçon sur le lit d'hôpital. « Non », dit-il doucement, et il s'éloigna. Mais en partant, il entendit la voix d'Antoine derrière lui. « Demain, on va s'amuser pour de vrai. » Ce soir-là, Jean-Pierre appela son grand-père. Il lui raconta le mât du drapeau, les mois de harcèlement, la façon dont les autres élèves le regardèrent maintenant. « Mon petit, » dit son grand-père, sa voix rauque à cause de l'âge et des cigarettes, « il y a une différence entre être une brute et être un guerrier. Une brute se bat pour blesser. Un guerrier se bat pour protéger. Mais si je perds le contrôle à nouveau? » « Le contrôle ne consiste pas à ne jamais se mettre en colère, » dit son grand-père. « Le contrôle consiste à choisir ce que tu fais de cette colère.
Tu as un don, Jean-Pierre. Tu peux te protéger et protéger les autres. Mais tu as tellement peur de devenir un monstre que tu as oublié comment être un homme. » Le lendemain matin, Jean-Pierre entra au lycée Voltaire en sachant que quelque chose avait changé. Il pouvait le sentir dans sa façon de se tenir, dans la régularité de sa respiration, dans la confiance tranquille qui avait remplacé le nœud constant d'anxiété dans son estomac. Il passa la première heure sans incident. Pendant la pause entre les cours, il passait devant le gymnase lorsqu'il entendit une agitation à l'intérieur. À travers la porte entr'ouverte, il pouvait voir Antoine et ses amis entourant un garçon plus petit, un élève de seconde, peut-être 14 ans, avec des cheveux roux et des taches de rousseur. « S'il vous plaît, » disait le garçon, sa voix tremblant. « Je vous ai déjà donné mon argent de poche hier. »« C'était hier, » dit Antoine, attrapant le sac à dos du garçon et en vidant le contenu sur le sol. « Aujourd'hui est un nouveau jour. » Kevin donna des coups de pied dans les cahiers du garçon sur le sol du gymnase pendant que Maxime riait. L'élève de seconde essayait de ne pas pleurer, mais Jean-Pierre pouvait voir les larmes commencer à se former dans ses yeux. « Je n'ai plus d'argent, » murmura le garçon. « Alors je suppose que tu vas devoir en trouver, » dit Antoine, poussant le garçon assez fort pour le faire trébucher en arrière. « Ou nous allons devoir faire preuve de créativité quant à la façon dont tu nous rembourses. » Jean-Pierre se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant. C'était le moment dont Léa avait parlé. C'était ce que son grand-père voulait dire par être un guerrier. Le garçon leva les yeux et vit Jean-Pierre debout là. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. L'expression de l'élève de seconde était de pur désespoir, un appel silencieux à l'aide de quelqu'un, n'importe qui pourrait avoir le pouvoir d'arrêter ce qui se passait. Jean-Pierre prit une profonde inspiration et entra dans le gymnase. « Hé !» dit-il doucement. Antoine se retourna, un sourire se répandant sur son visage lorsqu'il vit qui c'était. « Eh bien, regardez qui a décidé de se joindre à la fête. Tu veux me voir donner une leçon à ce petit punk. Laisse-le tranquille, » dit Jean-Pierre, sa voix toujours douce mais portant une nouvelle qualité qui fit échanger des regards à Kevin et Maxime. Antoine rit. « Le laisser tranquille? Tu crois que tu vas me faire ça? Je te le demande gentiment, » dit Jean-Pierre, faisant un pas en avant. « Laisse-le juste tranquille. »« Ou quoi ?» demanda Antoine, gonflant sa poitrine. « Tu vas faire quelque chose, binoclard ?» Jean-Pierre regarda l'élève de seconde, toujours au sol, toujours tremblant. Il regarda Antoine, si sûr de son pouvoir, si habitué à obtenir ce qu'il voulait par l'intimidation. Il pensa aux mots de son grand-père. Un guerrier se bat pour protéger. « Ouais, » dit Jean-Pierre, tendant la main pour enlever ses lunettes et les plier soigneusement. « Je crois que oui. » Le changement chez Jean-Pierre fut immédiat et spectaculaire. Sans ses lunettes, ses yeux étaient perçants et concentrés. Sa posture se redressa, ses épaules se carrèrent, et soudain, il ne ressemblait plus à une victime. Il avait l'air dangereux. Le sourire d'Antoine vacilla légèrement. « T'es sérieux, là ?» Jean-Pierre ne répondit pas. Au lieu de cela, il bougea, pas précipité, pas en colère, mais avec la précision fluide de quelqu'un qui avait passé des années à s'entraîner pour exactement ce moment. Antoine frappa le premier, un coup de poing sauvage que Jean-Pierre vit venir de loin. Jean-Pierre se glissa sur le côté, laissant le coup de poing siffler à côté de son oreille, puis attrapa le bras tendu d'Antoine et le tordit, utilisant l'élan du garçon plus grand contre lui. Antoine heurta durement le sol du gymnase, son souffle quittant ses poumons dans un sifflement. Kevin se précipita en avant, mais Jean-Pierre était déjà en mouvement. Un coup de poing rapide au plexus solaire de Kevin le fit se plier en deux et un coup de genou à son visage l'envoya s'étaler à côté de son chef. Maxime, voyant ses deux amis au sol, sortit un couteau à cran d'arrêt. « Recule, mec, je vais te couper !» L'apparition du couteau changea tout. Ce n'était plus juste une bagarre de cour d'école, c'était sérieux. Jean-Pierre pouvait sentir son entraînement prendre le dessus complètement maintenant, son corps bougeant avec une efficacité mortelle. Il feinta à gauche, puis tourna à droite, sa jambe balayant les pieds de Maxime sous lui. Alors que Maxime tombait,
Jean-Pierre attrapa son poignet, le tordit brusquement et le couteau s'écrasa sur le sol du gymnase. Maxime hurla alors que quelque chose dans son poignet craquait. Le tout avait pris moins de 30 secondes. Antoine essayait de se relever, son visage rouge de rage et d'embarras. « Tu crois que t'es fort ?» cracha-t-il, du sang coulant de son nez. « Tu crois que c'est fini ?» Jean-Pierre le regarda, son expression calme, mais ses yeux flamboyants d'un feu contrôlé. « C'est fini, si tu veux que ce soit fini. »« Ce n'est pas fini, » dit Antoine, mais sa voix manquait de sa confiance habituelle. « Même pas proche. »« Si, » dit Jean-Pierre doucement, « ça l'est. » Il tendit la main et attrapa Antoine par le devant de sa chemise, le soulevant sans effort sur ses pieds. Pendant un instant, ils furent face à face, et Antoine vit quelque chose dans les yeux de Jean-Pierre qui le fit reculer involontairement. « Tu vas le laisser tranquille ?» dit Jean-Pierre, hochant la tête vers l'élève de seconde qui était toujours assis sur le sol, regardant avec étonnement. « Tu vas me laisser tranquille. Tu vas laisser tout le monde tranquille. »« Tu ne peux pas me dire quoi faire ?» dit Antoine, mais sa voix tremblait maintenant. Jean-Pierre se pencha plus près, sa voix baissant à peine au-dessus d'un murmure. « Je m'entraîne depuis que j'ai 8 ans. Arts martiaux mixtes, boxe, jiu-jitsu, muay thai. J'aurais pu te mettre à l'hôpital tout à l'heure, mais j'ai choisi de ne pas le faire. La prochaine fois, je ne serai peut-être pas aussi généreux. » Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent. Il regarda Kevin, toujours gémissant sur le sol, puis Maxime qui berçait son poignet blessé. « T'es fou. » « Non, » dit Jean-Pierre, remettant ses lunettes. « Je suis fatigué. » Il se tourna vers l'élève de seconde et l'aida à se relever. « Ça va ?» Le garçon hocha la tête, incapable de parler. « Comment tu t'appelles ?»« Lucas, » réussit à dire le garçon. « Lucas, si quelqu'un te dérange à nouveau, tu viens me trouver. D'accord ?» Lucas hocha à nouveau la tête, puis se dépêcha de ramasser ses affaires éparpillées et de fuir le gymnase. Jean-Pierre regarda Antoine et son équipe, tous les trois ayant l'air d'avoir vu un fantôme. « On a fini ici. » Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Antoine cria après lui « Ce n'est pas fini, Dubois !» Jean-Pierre s'arrêta dans l'embrasure de la porte et se retourna. « Si, ça l'est, mais si tu veux réessayer, tu sais où me trouver. » À l'heure du déjeuner, la nouvelle s'était répandue dans tout le lycée Voltaire comme une traînée de poudre. Jean-Pierre Dubois, le garçon discret qui se faisait harceler depuis des mois, avait vaincu Antoine Leclerc et toute son équipe à lui seul. L'histoire grandissait à chaque récit. Certains disaient qu'il avait utilisé le kung-fu, d'autres affirmaient qu'il était une sorte de ninja. Jean-Pierre se retrouva au centre de l'attention pour la première fois de sa vie. Des élèves qui ne lui avaient jamais parlé auparavant voulaient soudainement être ses amis. Des filles qu'il avait regardées droit à travers souriaient maintenant et disaient bonjour. Même certains des professeurs semblaient le considérer avec un nouveau respect, mais la personne dont l'opinion comptait le plus pour lui était Léa Martin. « J'ai entendu ce qui s'est passé, » dit-elle, se glissant sur le siège en face de lui à la cantine. Jean-Pierre leva les yeux de son sandwich. « Ouais, tu as défendu Lucas Petit, c'était vraiment courageux. » « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait dû faire. » Léa sourit. « Non, tu as fait ce que tu aurais dû faire. Il y a une différence. » Cet après-midi-là, Jean-Pierre se rendait à son casier lorsqu'il vit Antoine l'attendre. Pendant un instant, Jean-Pierre se tendit, prêt pour le deuxième round. Mais Antoine avait l'air différent maintenant, plus petit en quelque sorte, moins sûr de lui. « Hé !» dit Antoine alors que Jean-Pierre s'approchait. « Hé !» Ils restèrent dans un silence maladroit pendant un moment. Finalement, Antoine parla. « Écoute, je voulais dire quelque chose. » Jean-Pierre attendit. « Je suis désolé, » dit Antoine, les mots sortant à la hâte. « Pour toutes les choses que je t'ai faites. Le truc du mât du drapeau, les vestiaires, tout ça, c'était n'importe quoi. » Jean-Pierre étudia le visage d'Antoine, à la recherche de signes de tromperie. Mais l'autre garçon semblait sincère, sa fanfaronnade habituelle remplacée par quelque chose qui ressemblait à un véritable remords. « Pourquoi ?» demanda Jean-Pierre. « Pourquoi quoi ? Pourquoi tu as fait ça ?»
Je ne t'ai jamais rien fait. Antoine resta silencieux pendant un long moment. Je ne sais pas, dit-il finalement. Je suppose que j'aimais avoir l'impression d'avoir le contrôle, comme si j'avais du pouvoir sur quelqu'un. Et maintenant? Antoine baissa les yeux sur ses mains. Maintenant, je sais ce que ça fait d'être de l'autre côté. Jean-Pierre hocha lentement la tête. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je ne sais pas, admit Antoine. Je suppose que j'essaie d'être meilleur. Bien, dit Jean-Pierre, c'est tout ce que chacun de nous peut faire. Alors qu'Antoine s'éloignait, Jean-Pierre réalisa que quelque chose de fondamental avait changé au lycée Voltaire. Ce n'était pas seulement qu'il avait tenu tête à la plus grande brute de l'école, c'était qu'il avait montré à tout le monde, y compris à lui-même, qu'il existait une autre façon d'être fort. Au cours des semaines suivantes, Jean-Pierre remarqua d'autres changements également. Des élèves qui s'en prenaient à des élèves de classe inférieure se retrouvèrent soudainement confrontés à une résistance inattendue. Des enfants qui avaient eu trop peur de parler auparavant trouvèrent leur voix. Lucas Petit, l'élève de seconde que Jean-Pierre avait aidé, marchait maintenant la tête haute. Jean-Pierre ne devint pas le nouveau dur à cuire de l'école. Il ne voulait pas de ce rôle. Au lieu de cela, il devint quelque chose de mieux, un protecteur. Quand il voyait une injustice, il intervenait. Quand il voyait quelqu'un se faire harceler, il intervenait. Mais il le faisait avec la sagesse que son grand-père lui avait enseignée, en utilisant juste assez de force pour arrêter le problème, jamais plus. « Tu as trouvé ton équilibre », dit son grand-père lors d'un de leurs appels téléphoniques hebdomadaires. « Tu as appris la différence entre être craint et être respecté. »« Je pense que je comprends enfin ce que tu voulais dire, » dit Jean-Pierre, à propos de la vraie force qui n'a pas besoin de crier. « Oui, mon petit. Les guerriers les plus forts sont ceux qui ne se battent que lorsqu'ils doivent le faire et qui savent quand faire preuve de miséricorde. » 3 mois plus tard, Jean-Pierre était assis dans la cour de l'école, lisant un livre, lorsqu'une ombre tomba sur sa page. Il leva les yeux et vit Antoine debout là, mais cette fois il n'était pas seul. Kevin et Maxime étaient avec lui, ainsi que Lucas Petit et plusieurs autres élèves. « Hé, Jean-Pierre !» dit Antoine. « On voulait te demander quelque chose. » Jean-Pierre ferma son livre et leva les yeux. « Quoi donc ?»« On crée un club, » dit Lucas, faisant un pas en avant. « Un club anti-harcèlement. On veut s'assurer que ce qui m'est arrivé n'arrive pas à d'autres enfants. Et on veut que tu sois notre conseiller, » ajouta Antoine. « Enfin, si tu veux. » Jean-Pierre regarda autour de lui le groupe de visages, d'anciens harceleurs et d'anciennes victimes, maintenant debout ensemble. « Qu'est-ce qu'on ferait ?»« De la médiation, » dit Léa, apparaissant derrière le groupe. « De la résolution de conflits. Apprendre aux gens à résoudre les problèmes sans violence. Mais aussi, » ajouta Kevin, « apprendre aux gens à se défendre s'ils en ont besoin. » Jean-Pierre sourit. « Je pense que ça a l'air d'une plutôt bonne idée. » Le club anti-harcèlement du lycée Voltaire se réunissait tous les jeudis après l'école à la bibliothèque. Jean-Pierre enseignait des techniques d'autodéfense, mais il enseignait aussi quelque chose de plus important. Comment désamorcer les conflits, comment défendre les autres et comment trouver la force dans la communauté plutôt que dans la domination. Antoine s'avéra être l'un des membres les plus dévoués. Il avait pris la leçon de Jean-Pierre à cœur et travaillait dur pour devenir quelqu'un de meilleur qu'il ne l'avait été. Il commença à donner des cours particuliers à des élèves plus jeunes et devint un mentor pour les enfants qui avaient des difficultés sociales. « J'ai passé tellement de temps à essayer d'être dur, » dit-il à Jean-Pierre un jour après une réunion du club. « Je ne réalisais pas qu'être gentil était en fait plus difficile. » « Plus difficile », acquiesça Jean-Pierre, mais plus gratifiant. À la fin de l'année scolaire, le lycée Voltaire était devenu un endroit différent. Les incidents de harcèlement avaient chuté de façon spectaculaire. Les élèves étaient plus susceptibles de s'entraider que de se démolir les uns les autres. Et Jean-Pierre avait trouvé quelque chose qu'il n'avait jamais attendu, un sens à sa vie. À la remise des diplômes, Jean-Pierre fut choisi pour prononcer un discours devant les élèves des classes inférieures.
Il se tenait au pupitre, regardant la mer de visage, et pensa au chemin parcouru. « Il y a 1 an, commença-t-il, je pensais que la force signifiait ne jamais montrer de faiblesse. Je pensais que la meilleure façon d'éviter les conflits était de me rendre invisible. Je me trompais sur les 2 points. » Il fit une pause, regardant la foule, voyant des visages familiers, Lucas Petit, maintenant confiant et souriant, Léa Martin, qui était devenue l'une de ses amies les plus proches, même Kevin et Maxime, qui avaient appris à canaliser leur énergie dans des directions positives. La vraie force, continua Jean-Pierre, ne se résume pas à la force avec laquelle vous pouvez frapper ou à la mesure dans laquelle vous pouvez intimider les autres. La vraie force, c'est savoir quand se battre et quand s'éloigner. C'est défendre les personnes qui ne peuvent pas se défendre elles-mêmes. C'est choisir d'être gentil même quand c'est difficile. Il trouva Antoine dans la foule et les 2 garçons se firent un signe de tête. « Je l'ai appris à la dure, » dit Jean-Pierre, « mais je suis content de l'avoir appris, parce que maintenant je sais que la chose la plus forte que vous puissiez faire est d'aider les autres à trouver leur propre force. » En quittant la scène, Jean-Pierre sentit la présence de son grand-père avec lui, fier et approbateur. Il avait enfin trouvé son équilibre, non pas l'évitement prudent et craintif qu'il avait pratiqué pendant des mois, mais le véritable équilibre de quelqu'un qui connaissait son propre pouvoir et choisissait de l'utiliser à bon escient. Les brutes s'étaient bien prises au mauvais garçon. Mais au final, ce n'était pas parce que Jean-Pierre pouvait se battre, c'était parce qu'il avait appris quand ne pas se battre, et cela avait fait toute la différence.